Ce qu'il y a, c'est que derrière un symptôme, il y a une raison qui produit ce symptôme. Moi, je dis en général très bêtement que au fond, la psychanalyse, c'est comme la plomberie ou l'électricité. Enfin, je veux dire, s'il y a quelque part un fusible qui saute, il y a effectivement deux solutions. Ou bien on remplace éternellement le fusible qui va éternellement sauter, ou bien si celui-là tient, il va sauter ailleurs, ou bien on cherche quelle est l'origine de la panne. Bon, au fond, la psychanalyse, ça consiste à chercher l'origine de la panne. C'est pas plus compliqué que ça. Et moi, je m'étonne toujours énormément que cette espèce de logique qu'aurait n'importe quel électricien qui ferait bien son boulot, un soignant d'enfant quel qu'il soit puisse pas l'avoir. Enfin... Mais pendant la guerre, si, j'ai vu la consultation des enfants qui, du jour au lendemain, quand les pères ont été prisonniers, enfin quand la France a été vaincue, puisque les Parisiens sont revenus. Tu sais que tous les Parisiens étaient partis pendant ce qu'on appelle la drôle de guerre, de peur que la ville ait des gaz asphyxiants, et c'était impossible de protéger les enfants. Mais quand les enfants apprenaient que leur père était prisonnier, alors les garçons étaient réglés, tous pipi au lit, du jour au lendemain. 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Hein? Alors moi, ça m'a intéressé. Justement, ça s'explique par l'image du corps. Chute sur l'image du corps pré-génitale, l'image excrémentielle, pour ne pas prendre la place du père géniteur, puisqu'il n'y en a pas. De même que, en même temps que l'enfant devenait pipi au lit, pisseur au lit, et la fille suceuse de pouce, la mère devenait aménorrhée. Alors les gynécos, les consultations de gynécos étaient pleines de femmes aménorrhéiques, parce qu'elles avaient appris que leur mari était prisonnier, et on ne savait pas tout le temps la suite de la durée de la guerre. Alors, tous ces effets dans le corps de gens qui acceptaient l'épreuve sur le plan des sentiments et des affects, mais qui avaient ce dysfonctionnement de leur corps, ça ne pouvait pas ne pas faire réfléchir un psychanalyste. Pendant ces années de guerre, elle poursuit ses recherches et s'intéresse de plus en plus aux nourrissons, encore considérés comme un tube digestif. Elle retrouve ses préoccupations dans les expériences de certains pionniers. Ça se passait chez le docteur Ribado-Dumas, qui avait la charge de la pouponnière d'un hôpital. Moi, j'avais été déjà psychanalysée et je connaissais des internes de mes camarades qui étaient chez lui. Ils disaient, ah, vous seriez contente chez Ribado-Dumas, il est en train de faire une expérience de folie, ça vous ravirait. Alors je dirais, qu'est-ce que c'est que cette expérience de folie? Nous allons voir, mais d'après tout ce que vous nous racontez, ça devrait apporter quelque chose. Et cette expérience de folie, qui a en effet rapporté une chute de mortalité des bébés comme ça, et qui a fait rigoler les salles de garde, enfin, c'est un hasard, etc. Il avait décidé, il avait pris des mois avant d'y arriver, il avait décidé que ces infirmières qui s'occupaient de la crèche, c'est-à-dire les petits dans l'hôpital, hôpital général pour les enfants malades physiques, il avait décidé que aux enfants auxquels ils étaient préposés, c'est-à-dire chacune avait 5 ou 6 ou 7 enfants, je ne sais plus, chacune a des lits, elles obligatoirement devaient passer 5 minutes d'horloge le matin, 5 minutes d'horloge dans l'après-midi, à parler à ces enfants sans les toucher et sans faire aucun soin. Et la parole qu'elles avaient à leur dire, c'était des paroles aimables, dans le ton aimable, en faisant une purée de leurs prénoms, de papa, maman et les prénoms des frères et sœurs de la famille. En leur disant, il est gentil, il n'a pas vu maman, il n'a pas vu papa, mais ils vont les voir, papa, maman, Polo, comment on les appelait, leurs prénoms, en les prenant dans les bras, en se promenant et en parlant comme ça, et sans faire autre chose. Ce qui était pour des infirmières révolutionnaire, parce qu'il faut toujours faire quelque chose. Il faut apporter quelque chose, il faut pincer, il faut caresser, il faut toucher, il faut donner un soin, mettre le thermomètre, pipi caca, n'importe quoi, il faut faire quelque chose. Et là, non. Et alors les enfants trop fébriles, qu'on pouvait vraiment même pas déranger de leur berceau, elles se mettaient à côté et parlaient avec cette voix sans les toucher, sans les prendre dans les bras, parce qu'ils avaient 40, ils avaient 39, c'est tout malin. Et là on a vu, ils ont assisté en un mois, au bout d'un mois, la mortalité infantile de ce service dans Paris a chuté comme ça par rapport à l'autre mortalité. Le nourrisson s'était bien emballé dans ses langes, s'était prié de dormir. Quand ça criait, ça avait faim, on lui donnait de la nourriture. Le nourrisson s'était prié d'être sage et tranquille dans son berceau. Bien. Et alors, il y a une histoire
très spectaculaire et significative, c'est l'histoire de ce qu'on appelait les coliques idiopathiques du nourrisson. Bon. Il y avait certains nourrissons qui avaient la diarrhée, et on ne savait pas pourquoi. On pouvait leur donner de l'eau de riz, qui était le médicament de l'époque, on pouvait leur donner toutes sortes de choses. Ils avaient quand même la colique. Et puis, ça s'arrêtait au 3e mois, toujours. Alors, bon, les pédiatres de l'époque faisaient patienter, on avait un beau nom, colique idiopathique du nourrisson. Idiopathique, ça veut dire qu'on ne sait pas d'où ça vient, enfin, c'est ça le sens. Et ce sont les travaux de Soulet, qui est aussi un élève de l'équipe œillère tout autour, et de son entourage, où en regardant les nourrices à la paix d'Enfer Rochereau, ils ont découvert que les mères ou les nourrices de ces gosses savaient pas les tenir. Elles les tenaient comme on tiendrait une pièce de porcelaine ultra précieuse. Alors ils leur ont appris à tenir leurs gosses affectueusement contre leur corps, etc. Et au miracle, la colique idiopathique du nourrisson a disparu. On parlait à Raguegueux, Mimi, Ferreri et Tamamé. On parlait nourrisson, ce qui était parfaitement bêtifiant. Et les gens qui parlaient normalement à un enfant n'ayant pas encore le langage normal étaient regardés avec stupeur. Pendant la guerre est arrivée l'histoire de cet enfant séparé de sa mère par des kilomètres, parce qu'elle était partie pour elle avait une infection post-partum, et l'enfant était déjà retourné dans la ferme, et la femme a été reprise par un moyen de locomotion très difficile dans les départements pendant la guerre et pendant l'hiver, et cet enfant ne mangeait pas. Ça faisait 3 jours que ce bébé, de 3 jours, c'est-à-dire il avait 6 jours, il n'avait pas mangé depuis l'âge de 3 jours, impossible de lui faire avaler une goutte d'eau. J'ai dit, mettez-lui, sachant que l'image du corps de l'enfant, il ne la connaît que par l'odeur de sa mère, redonnez-lui l'odeur de sa mère, allez chercher. J'ai dit ça au papa, qui était un agriculteur, allez chercher le linge que porte votre femme, emportez-le dans un papier opaque, papier à fleurs par exemple, et amenez-le, mettez-le autour du bébé, autour du cou du bébé, je suis sûr qu'il mangera. En effet, il a avalé le biberon immédiatement. Il avait reconnu son cavum, son intérieur existait, puisqu'il avait l'odeur qui est le désir par rapport aux besoins. Et c'est quand même ça, on peut dire, qui a été le fort de son apport et de son originalité, c'est-à-dire de son invention même davantage, de mettre l'accent sur à quel point l'être humain, y compris dans son enfance, est déjà un être de langage et de communication. En exagérant un peu les choses, on pourrait dire que le petit enfant, il est dans une gloutonnerie de langage. Je veux dire que cet enfant que l'on dit n'être qu'un tube digestif, seulement en appétit d'ouvrir la bouche pour gober des choses, je crois qu'en fait, il faut entendre son ouvrir la bouche comme en même temps en appel de recevoir de la communication. Il demande autant du langage que du lait, ou du langage à travers le lait qui lui est donné. L'enfant arrive dans un monde de langage. Il est anatomiquement et génétiquement, et il faut l'espérer socialement, destiné à parler. Je dis il faut l'espérer parce que on connaît ces enfants qui sont par exemple les enfants sauvages, qui socialement sont arrivés dans un monde où le langage humain n'existait pas. Eh bien, ces enfants étaient anatomiquement prédisposés à parler, génétiquement prédisposés à parler et n'ont pas parlé. C'est-à-dire que pour parler, il faut qu'il y ait au moins 3 personnes. Je dis au moins 3 parce que déjà, il faut être 2 pour faire un enfant, et quand l'enfant est là, ça fait 3. Que déjà, on peut parler d'un monde social, évidemment, et que sans cette société qui parle, l'enfant ne parlera pas. Bien. Donc, il est prédisposé à parler, et il arrive dans un monde où ça parle.
Je crois que ce qui permet à un enfant de se structurer d'abord, c'est d'être une personne pour ses parents. Alors quand on dit ça, ça a l'air abstrait, mais c'est d'être vraiment quelqu'un, pas un morceau de papa ou un morceau de maman, une vraie personne. Ça se traduit